Une œuvre, une histoire, le colosse de Rhodes de Charès de Lindos. Imaginez une grande statue représentant le dieu Hélios dominant le port d'une île grecque florissante du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Imaginez que de ses 33 mètres de hauteur, cette statue, surplombant la Méditerranée, était visible de très loin par les marins et accueillait majestueusement et fièrement les navires. Fièrement, car elle est le symbole d'une victoire. Elle doit son existence à la volonté d'un peuple de commémorer une liberté acquise contre l'envahisseur au prix d'un combat qui durera 1 an. Imaginez que cette œuvre exceptionnelle, placée alors au 6e rang des 7 merveilles du monde antique, subira, peu de temps après cette mise à l'honneur, les affres d'un tremblement de terre, à peine un demi-siècle après avoir été érigée. Surnommé le colosse de Rhodes, il ne reste plus rien de cette œuvre. Ceci en a fait une œuvre mythique, appelant ainsi durant des siècles et encore aujourd'hui aux suppositions, à l'imagination, voire au fantasme quant à son apparence, sa posture, son implantation précise, ainsi que sa complète disparition matérielle. Entre ce que disent les très rares textes historiques et ce que démontre l'archéologie, beaucoup d'éléments restent encore un mystère. L'histoire de cette œuvre est belle, son destin semble injuste, alors l'homme en a fait une légende. De la fin du Moyen-Âge jusque dans le cinéma contemporain, une iconographie est née autour de cette statue afin de lui donner une image, l'homme ayant besoin de représentation. La similitude avec la Statue de la Liberté éclairant le monde d'Auguste Bartholdi, implantée dans la baie de New York, n'a échappé à personne. Elle est en effet sa cadette de 1500 ans plus jeune et fut d'ailleurs surnommée le nouveau Colosse. Revenons à la période antique. Située idéalement entre Orient et Occident, entre mer Égée et mer Méditerranée, Rhodes est au IIIe siècle avant Jésus-Christ une île dont la cité prospère par le commerce maritime et particulièrement en relation commerciale avec l'Égypte. Elle frappe sa propre monnaie, un drachme qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, comporte la tête d'Hélios, le dieu protecteur de l'île. Intégrée malgré elle en 304 avant Jésus-Christ dans l'empire macédonien d'Alexandre le Grand, puis, à la mort de celui-ci et au prix de combats d'indépendance, elle entre enfin dans le giron athénien vers 300 avant Jésus-Christ. Elle devient alors un grand centre politique, commercial, intellectuel, artistique et religieux, avec notamment une école de rhétorique renommée et des ateliers de sculpture et d'art pictural. L'historien du 1er siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile, a relaté dans ses écrits un conflit connu sous le nom de siège de Rhodes, ayant eu lieu de 305 à 304 avant Jésus-Christ par Démétrios Ier Polyorcète, roi de Macédoine, surnommé le preneur de villes. Après plusieurs tentatives infructueuses, Démétrios ordonna la construction d'un hélépole, une grande tour de siège pouvant mesurer plus de 30 mètres de haut, inventée par Polyédos de Thessalie au IVe siècle avant Jésus-Christ. Protégée par des plaques de métal et dotée de catapultes, cette arme redoutable n'a pourtant pas permis à Démétrios de remporter la victoire. Rhodes tenait bon et Démétrios finit par se retirer. Forts de ce triomphe, les Rhodiens commandèrent alors une statue colossale au sculpteur Charès de Lindos, sculpteur de l'île et élève de Lysippe, afin de commémorer leur résistance au siège de leur cité. La statue devait représenter leur dieu tutélaire, Hélios, dieu du soleil. Représenté traditionnellement couronné de rayons lumineux, c'est un jeune homme d'une grande beauté. Érigée en l'an 292 avant Jésus-Christ dans des dimensions monumentales, la statue de marbre et de bronze est caractéristique de la période hellénistique de la sculpture grecque, le gigantisme étant un des aspects du style de cette période. La construction de la statue dura 12 ans. Philon de Byzance, ingénieur grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, donne une description de sa construction. Sa base aurait été construite en marbre, suivie des pieds et des chevilles. Une structure de bois a été progressivement érigée
Puis, au fur et à mesure, celle-ci fut recouverte de plaques de bronze qui lui donnaient sa forme extérieure finale. Cette statue massive suppose un besoin de beaucoup de bronze. D'après Philon de Byzance, la statue en requérait 12 à 13 tonnes. Une opération impliquant l'industrie du bronze du monde entier, écrira-t-il. Une partie de ce bronze a été récupérée sur l'Hellépole abandonnée, et le reste a été acheté avec de l'argent amassé en vendant les armes et les armures laissées par l'armée de Démétrios. Afin d'atteindre les parties supérieures, une rampe en terre aurait été construite autour de la statue au fur et à mesure, et une fois la statue terminée, fut ensuite supprimée. Vers 1226 avant Jésus-Christ, un tremblement de terre frappa l'île de Rhodes. Le colosse subira de gros dommages. Les parties hautes furent brisées. Les cités amies voisines de Rhodes et Ptolémée III, roi d'Égypte, ont réuni les fonds pour sa restauration, mais l'oracle de Delphes fit craindre aux Rhodiens d'avoir offensé Hélios, et ils refusèrent de la reconstruire. L'oracle prédit aussi le déclin de Ptolémée III. La statue resta en ruine et sera abandonnée. Fin de l'histoire documentée, début de la légende. L'origine des 7 merveilles du monde antique date d'Hérodote, historien et géographe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, et Callimaque de Cyrène, poète, philologue et bibliothécaire du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui ont laissé des écrits sur ses œuvres. Sélectionnées par des voyageurs grecs pour leur qualité de monuments exceptionnels, de prouesses techniques, elles étaient désignées en grec sous le nom de thémata, ou choses à voir. Ce qui est étonnant, aussi incroyable que ces œuvres l'étaient de gigantisme et d'ingénierie, une seule d'entre elles a subsisté, les pyramides de Gizeh. En 1342, l'historien Nicéphore Grégoras, de passage sur l'île de Rhodes, rapporte avoir cherché, en vain, la trace de la 6e merveille du monde. Pas de fragments de bronze, pas de traces de fondation en pierre. Si elle n'avait pas été placée sur la liste des monuments remarquables, peu avant sa destruction par un séisme, on ne s'y serait probablement pas intéressé, faute de vestiges et de descriptions. À partir de là, toute l'imagerie que nous connaissons du colosse de Rhodes a été inventée. En 654 après Jésus-Christ, les Arabes ont envahi Rhodes. Et on raconte plus tard qu'ils auraient démantelé les restes du colosse pour les transporter jusqu'en Syrie et les vendre. Pas de preuves historiques. À la Renaissance, l'idée que la statue se tienne, jambes écartées, comme un passage par lequel les navires entraient dans le port, s'est diffusée. L'image était plaisante et poétique. Beaucoup de versions de cette idée fantastique nous parviendra, mais les chercheurs et ingénieurs ont démontré depuis le XVIIIe siècle que cela était impossible, en raison notamment des proportions du corps et de l'écartement avéré de 40 mètres. Mais cette image est belle et elle perdurera. Et si ce n'est pas dans cette posture qu'on représente la statue, on lui attribuera des ressemblances avec des sculptures antiques de renom comme l'Apollon du Belvédère, le colosse de Néron ou le colosse de Constantin. On confondra même le colosse avec le phare d'Alexandrie pour lui placer un miroir sur la poitrine. On le drapera diversement, on lui fera tenir tantôt une torche, tantôt une épée ou un arc. Le colosse de Rhodes sera cité dans de nombreuses œuvres et supports de création. Par Jules Verne, dans son Voyage au centre de la Terre écrit en 1864, par Dali, dans un tableau incroyable de 1954, par Sergio Leone, dans un film de 1961 à l'époque de la vogue des péplums. Aujourd'hui, on peut même le voir dans des jeux vidéo. Et certains ont même l'envie démesurée de le voir reconstruit. Certains Grecs, certains Rhodiens. Des projets d'architectes circulent. La légende continue.